Au nom d'Agropolis International, dont je suis la directrice, je vous souhaite la bienvenue dans cet amphithéâtre du bâtiment Agropolis. Donc, c'est un bâtiment qui appartient à la région et que nous gérons pour justement accueillir ce type d'événement, sachant que l'association, elle a parmi ses membres des organismes de recherche et d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales au niveau de la région, et des organisations de la société civile. Et donc, elle a pour mission et ambition de faire du lien entre ces différents types d'acteurs, avec 3 missions principales: faciliter les échanges scientifiques, stimuler le dialogue sciences-société et soutenir les politiques publiques. Donc, dans le cadre de nos missions de dialogue sciences-société, nous sommes ravis d'accueillir cet événement porté par Tela Botanica et ses partenaires donc, du projet LIFE Nature Adapt, pour la session d'inauguration donc de ce MOOC Nature Adapt, voilà, dont il va être question aujourd'hui. Et au-delà de cette journée, on a une collaboration aussi un peu plus long terme avec Tela Botanica, le CEF et puis d'autres partenaires pour la création d'un observatoire, enfin d'une déclinaison régionale de l'Observatoire des saisons, donc dont il sera question plus tard grâce à Cécile, ici présente, qui travaille sur ce projet. Voilà, donc je ne serai pas plus longue et je vous laisse la parole pour introduire cette matinée. Super, merci beaucoup. Alors, le programme de la journée, enfin de la matinée plutôt, vous pouvez rester toute la journée si vous voulez. Alors, on va faire un petit temps de présentation, il y aura des temps d'échange, il y aura des témoignages aussi autour du MOOC et tout ce qui est autour des référents, on vous expliquera ça. Et une petite sortie sur le terrain avec Isabelle Chune qui est ici. Et pour commencer, je donne la parole à Audrey Tocco pour présenter l'association Tela Botanica. Alors, bonjour à tous. Oui, on va vous présenter un peu justement les structures qui sont clés autour de ce MOOC. Et je prends la parole pour vous présenter Tela Botanica rapidement. Donc, Tela Botanica, ce qu'on connaît assez souvent de Tela Botanica et ce qui ressort, c'est le MOOC botanique. Peut-être que vous en avez entendu parler. Peut-être qu'on peut faire un petit levage de main pour voir si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Voilà, donc ça prouve qu'en règle générale, on connaît bien ça. Et on connaît aussi l'application PlanteNet. Voilà, je vois même les têtes qui s'hochent avant que je demande de lever la main. C'est super. Voilà. Alors, le MOOC botanique, effectivement, c'était un MOOC qu'on a développé en 2016. Et dans ce cadre-là, on a développé une plateforme qui permet d'accueillir maintenant toutes les formations en ligne qu'on développe, dont le MOOC Nature Adapt dont on parle aujourd'hui. Et PlanteNet, c'est une application de reconnaissance des plantes qui a été développée, auquel Tela Botanica a contribué, mais ce n'est pas une application qu'on développe nous en direct. Voilà. Donc c'est les équipes de la MAP et du CIRAD qui gèrent ça. Donc Tela Botanica, c'est quoi en fait, au-delà de ces 2 projets un peu phares? Donc c'est un réseau de botanistes francophones, un réseau en fait, donc comme dit francophone, donc c'est plus large que la France, c'est international. Donc à partir du moment où une personne parle français, elle peut rejoindre facilement, même si elle ne parle pas français, mais en tout cas c'est plus facile vu que tout est en français sur notre site, elle peut rejoindre le réseau. Et il y a à peu près 110 pays dans lesquels des télabotanistes, on les appelle comme ça, se trouvent. Sur le site, c'est plus de 90 projets qui sont portés par ce réseau-là et par l'association aussi qui anime ce réseau, donc l'association Tela Botanica du même nom. Et c'est 57 000 personnes qui sont inscrites sur le site de Tela Botanica. Alors, on a différents types de profils. Initialement, il y a 20 ans, quand Tela Botanica a été créée, il y avait beaucoup de professionnels. Mais avec justement l'arrivée de formations, de projets de sensibilisation du grand public, sont arrivées beaucoup de personnes débutantes ou alors amatrices sur la bota. Et là, on a à peu près, au niveau de la proportion, 30% d'experts, où on peut trouver des chercheurs, des enseignants, des étudiants. On peut aussi trouver des éducateurs ou des botanistes de terrain, tout simplement, amateurs et professionnels. Voilà. Et à côté de ça, à côté de ce site Tela Botanica, on a la plateforme Tela Formation, qui est encore autre chose, qui est parallèle à ça. Et c'est là où on accueille les MOOC, les formations en ligne dématérialisées. Et là, on a 130 000 personnes qui sont inscrites sur cette plateforme. Et ça cesse de grandir avec la diffusion des MOOC qu'on propose. Donc c'est une communauté qu'on dit apprenante au sein de Tela.
Alors Tela, l'association, elle tourne aussi autour de valeurs, donc des données et de la connaissance botanique libre. Donc on protège tout avec une licence qui est Creative Commons, mais une licence un peu particulière qui favorise la non-privatisation des données. Donc toute personne qui utilise nos données et données du réseau a l'obligation de réappliquer la même licence. Et surtout de citer bien les auteurs. Donc ça permet vraiment d'une réappropriation par tous, mais surtout de respecter aussi ceux qui produisent les données. C'est aussi un réseau collaboratif, donc le mot collaboratif est très important. On essaie vraiment d'impliquer tout le monde, le plus grand nombre de personnes possible. Et il y a la gratuité qui est aussi important, donc les MOOC qu'on propose sont gratuits. Et puis bien entendu la préservation de la biodiversité, au sens large. Voilà. Donc l'association de loi 1901, qui fonctionne grâce à un grand collectif. Donc on a parlé des inscrits sur le site, mais au cœur de tout ça, on a aussi un conseil d'administration qui définit la stratégie de l'association, dont aujourd'hui Hugues Ferrand est là pour le représenter, donc si tu veux te désigner. Donc un conseil d'administration qui est composé de 9 membres et qui intègre aussi un président, donc c'est Christophe Géraud, qui ça a changé il n'y a pas longtemps, voilà, de président. Avant c'était Daniel Mathieu qui reste fondateur de Tela Botanica. On a aussi un conseil scientifique technique de 25 experts qui représentent la botanique, mais qui représentent aussi l'informatique, qui représentent aussi toute la valeur collaborative du réseau. Et une équipe de 11 salariés qui est dirigée par Laure de Rail, ici présente. Et aussi, nouvellement dans l'équipe, et voilà, nouvelle directrice de Tela Botanica. Bienvenue Laure. Voilà. Et au-delà des 11 salariés, on a aussi des équipes de service civique tous les ans, donc 2 services civiques donc, qui sont là, Anne-Catherine et Nel, et des stagiaires aussi qui nous rejoignent régulièrement. Donc à Tela, on a une équipe qui a une certaine expertise dans l'animation de réseau, le développement de projets, le développement de programmes de sciences participatives, de MOOC, de communautés épistémiques, donc de communautés autour d'un objet commun comme la botanique avec notre réseau. Et l'informatique, parce qu'on développe pas mal d'outils informatiques aussi en interne. Voilà. Et les moyens de tout ça, il faut forcément des moyens financiers pour alimenter tout ça. Donc on est en grande partie financé par des fonds publics, subventions publiques, et après des dons et des prestations aussi qui nous permettent de développer des projets. Et on va en parler, mais le MOOC en question là, est financé beaucoup par des fonds publics, et en l'occurrence l'Europe, le ministère, et puis l'Office français de la biodiversité, et des fondations comme Capellino, et puis on a aussi la région Occitanie qui nous soutient. Donc voilà, un beau soutien bien complet. Donc voici pour Tela. J'espère que j'ai rien oublié, mais c'est pas mal. Merci beaucoup Audrey. Là, on va passer la parole à Laetitia Petit de Réserve naturelle de France qui va présenter l'association, puis le Life Nature Adapt dans l'ensemble. Bonjour à tous. Ça va, tu m'entends bien du coup Oui, super. Ouais. Pour présenter l'association Réserve naturelle de France, donc c'est une association qui a été créée en 1982 à but non lucratif et elle anime un réseau de 356 réserves naturelles, donc aujourd'hui avec plus de 900 membres, près de 30 salariés. Et elle a été inscrite en 2016 au Code de l'environnement. Et Réserve naturelle de France, donc elle assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Et le but est d'assurer donc à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Donc elle fédère une multiplicité d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion des réserves. Donc ça peut être des agents salariés, les organismes gestionnaires, les gestionnaires, des bénévoles, des experts, etc. Et les missions des réserves naturelles en elles-mêmes sont de protéger le patrimoine naturel, donc biologique et géologique, de gérer les sites et de sensibiliser les publics. Donc, Réserve naturelle de France coordonne le projet Life Nature Adapt. Donc, est-ce que je passe au projet ? Donc, c'est un projet. Donc, le projet Life Nature Adapt, c'est un projet qui est coordonné par RNF sur 5 ans, donc de 2018 à 2023. Donc, là, on arrive en phase de finalisation du projet avec 9 autres partenaires techniques, donc, dont Tela Botanica. Et l'objectif du projet est d'intégrer le changement climatique dans la gestion des aires protégées.
Et pour ça, il repose sur 3 axes. Donc, proposer une méthode et des outils opérationnels pour aider les gestionnaires à adapter leur gestion, développer et animer une communauté autour d'une plateforme collaborative, donc c'est la plateforme NatureAdapt, et activer tous les leviers pour la mise en œuvre concrète de l'adaptation. Donc, ça peut être des leviers techniques, institutionnels, financiers, de sensibilisation, de communication et ou de diffusion. Et le projet s'adresse principalement aux gestionnaires d'aires protégées. Mais étant donné qu'on développe également des outils de sensibilisation et de communication, en fait, c'est pour ça qu'on a développé en fait, le MOOC Agir en faveur de la nature face au changement climatique. Donc voilà, donc il s'inscrit dans un des axes pour activer tous les leviers du projet. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, vous pouvez aller sur la plateforme natureadapt.com, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et puis il y a également une plaquette de présentation qui reprend un peu toutes les grandes étapes du projet sur le développement de la méthode, les différentes phases de test, les différents sites qui testent la méthode et de déploiement, etc. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Laetitia. On parle de MOOC depuis tout à l'heure, mais on n'a pas défini ce que c'était un MOOC. On en a parlé rapidement un peu dans la vidéo. C'est une formation qui est en ligne, qui est gratuite et qui est ouverte à tous. Et comment elle se structure? Elle se structure en plusieurs séquences dans lesquelles on a plusieurs sujets. Chacun des sujets a en général une vidéo. Et à côté des vidéos, il y a tout un espèce d'écosystème où il y a des ressources complémentaires, des activités pratiques, des quiz, des badges, dans l'idée de toujours aider les apprenants à aller plus loin dans leurs acquis, à pas rester juste passifs et vraiment aller vers l'action. Et pour ludifier un peu le parcours, on a justement ces badges, dont celui que je vous ai mis en bas à droite, et une attestation finale qui permet aussi à chacun de pouvoir montrer jusqu'où ils sont allés dans la formation. Donc, pour construire le MOOC, plutôt que de faire ça qu'en interne et qu'entre nous, on a essayé de faire ça de façon collaborative toujours, en essayant de comprendre quels étaient les besoins du grand public. Donc on a fait une enquête auprès du grand public pour savoir ce qu'ils aimeraient dans ce genre de formation, et à la fois une enquête pour les gestionnaires d'aires protégées pour savoir pour comprendre comment eux, en tant que gestionnaires, ils aimeraient que les citoyens puissent s'engager avec eux et de quoi ils auraient besoin. Donc on a fait toute une enquête, on a rédigé un rapport et on a construit le MOOC à partir de ça. On a tout un comité pédagogique qui s'est basé justement sur ces enquêtes-là et sur les expertises de chacun. On a créé tout un scénario pédagogique qu'on a construit avec tous ces acteurs-là. Donc on a à la fois des chercheurs, des chercheuses même, des animateurs, des gestionnaires d'aires protégées, avec plein de structures différentes, dont Réserve naturelle de France, Stella Botanica, la LPO, les Petits Débrouillards. Mais on a aussi l'ONERC, le GIECO, le CNRS, quelques universités et les structures forcément de gestionnaires d'espaces naturels. Donc là, l'image est en petit, mais vous pourrez voir sur la plateforme du MOOC toutes les personnes impliquées. À côté de ça, du coup, justement, avec tout ce comité pédagogique, on a à la fois travaillé sur les contenus du cours de façon globale, avec plusieurs objectifs qu'on s'est définis ensemble. C'était donner les clés pour apprendre, pour comprendre, aider les citoyens à se mettre en action et de faire un lien avec les gestionnaires d'aires protégées. Et donc, on avait des valeurs fortes aussi. On a beaucoup discuté de ce qu'on voulait émettre dans ce MOOC. C'est prendre en compte la diversité des personnes auxquelles on propose cette formation-là, en prenant en compte tous leurs contextes différents et réfléchir au fait que chacun a son cheminement et peut agir de différentes façons. À côté de ça aussi, c'était important de se baser sur des sources scientifiques et de rester sur une façon de parler toujours positive, tout en restant factuel, mais toujours aller de l'avant plutôt que dans l'urgence et tout. Enfin, voilà, toujours en restant sur le côté positif pour aller vers l'action. Alors, le MOOC se construit autour de 6 séquences. Donc, la première séquence, c'est prendre conscience. Donc, prendre conscience des représentations sur le climat, sur la nature, sur le lien entre les deux, mais aussi sur les crises environnementales et climatiques, et expliquer aussi comment le MOOC peut être un moyen de se former et de passer à l'action.
Ensuite, la séquence 2, c'est la séquence « Comprendre pour agir ». Donc là, il s'agit de quelques informations pour comprendre comment fonctionne le climat, l'impact des activités humaines sur le climat et la nature, mais aussi le lien entre la nature et le climat, et finalement, comment les aires protégées font face au changement climatique. Une troisième séquence qui a été importante, autant pour le comité pédagogique que pour le grand public, c'était qu'il y ait une continuité après le MOOC, les participants puissent avoir la possibilité de se former et de s'informer seuls, et donc justement les accompagner là-dedans. Donc on a une séquence décryptée pour montrer que les moyens d'agir évoluent en permanence. C'est aussi une séquence pour apprendre à se documenter et comprendre les différents freins qui peuvent nous empêcher d'agir, mais aussi c'est une séquence qui leur permet de se renseigner et de trouver des sources qui leur conviennent, des sources fiables. Ensuite, séquence 4, c'est la séquence passer à l'action. On montre justement le champ des possibles sans mettre les participants dans un moule, parce qu'on sait que chacun a son cheminement, chacun a son contexte, et on ne va pas leur dire exactement ce qu'ils peuvent faire, mais plutôt les aiguiller, les accompagner, donc leur montrer le champ des possibles, les différentes échelles, les différentes modalités d'implication. On propose quelques idées concrètes, mais on laisse toujours la porte ouverte à tout ce qui peut se faire autour. Et du coup, accompagner les MOOCeurs à trouver les actions qui leur correspondent. Ensuite, séquence 5, qui était vraiment à la demande du grand public. Dans l'enquête qu'on a fait, c'est qu'ils se confrontent souvent à un problème c'est ce qu'ils nous ont transmis en fait dans l'enquête, qu'ils aimeraient transmettre un peu plus leurs connaissances et leurs envies d'agir, et ils avaient besoin d'accompagnement là-dedans. Donc on a fait une séquence complète dessus pour connaître et s'adapter à son public, pour trouver des outils et des formes de transmission, et on leur fournit des activités éducatives clés en main qui existent déjà. Et ensuite, une séquence rêvée, qui est une séquence d'une seule vidéo, d'un seul sujet en tout cas, et qui invite à chacun de toujours dans cette volonté d'aller sur le positif, plutôt que réfléchir à l'urgence, tout l'aspect catastrophiste du changement climatique qui est là, mais plutôt de rêver et de se dire, en agissant, j'aimerais un futur désirable, et quel serait ce futur en agissant là au quotidien. La formation, elle ne se construit pas uniquement d'un comité pédagogique, il y a vraiment beaucoup de monde. Je sais, l'image est très petite, mais c'est juste pour vous montrer un peu toutes les personnes qui sont impliquées. On est allé chercher des intervenants de la formation qui sont à la fois dans le comité pédagogique, mais si on n'avait pas l'expertise, on est allé les chercher ailleurs. Donc on a des chercheurs, on a vraiment plein de personnalités différentes en fonction de leurs expertises. À côté de ça, on a aussi interviewé d'autres personnes qui apportent leur expertise dans la formation. Et on a toute une équipe de bénévoles dont 2 personnes sont présentes. Il y a Claire et Bertrand qui sont là, si vous pouvez lever la main, qui vont justement aider à l'animation de tout le MOOC, parce que autant la construction est importante, mais une partie très importante d'un MOOC, c'est aussi toute la période de diffusion. On va être là pour accompagner tous les participants et être là pour répondre à leurs questions, les aider dans leur cheminement. Et donc, l'équipe d'animation va servir à ça. Et il y a aussi Nel dont on vous a parlé tout à l'heure. Là, c'est le moment de temps d'échange. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y en aura un autre après. On aura un micro qui passera dans la salle si vous avez des questions. Sans pression. Laetitia est aussi avec nous pour répondre à vos questions si j'en ai. Ah. Par rapport à la période du 18 au 6 juillet, comment vous avez choisi cette période, la longueur, bref, pourquoi? Je te laisse répondre. Tu veux que je réponde? Okay. Le 18 mai, il y a un autre... Oui, pardon. Oui, la question, c'était comment on a choisi la période de diffusion et pourquoi à partir du 18 mai et pourquoi cette période-là. Ouais. Il y a plein de réponses. Alors, par rapport déjà à l'ouverture du MOOC le 18 mai, en fait, le 18 mai, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais c'est également l'ouverture de la fête de la nature. Donc, c'est à l'échelle nationale.
Du coup, on a voulu se caler à cet événement important, justement, et on s'est dit que c'était intéressant d'ouvrir le MOOC à cette même période-là. Donc la fête de la nature et le MOOC Nature Adapt ouvrent en même temps. Voilà. Et pour la période, elle dépend de deux choses. Elle dépend du nombre de séquences de cours qu'on va avoir dans le parcours de formation. Donc là, on a 6 séquences et on laisse une semaine de rab à la fin de la diffusion pour que les gens rattrapent un peu leur retard s'ils en ont pris ou s'ils se sont inscrits en cours de route et qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps. Donc en fait, il y a, je ne sais pas si on l'a dit, mais on a une séquence de cours qui ouvre chaque semaine. Donc c'est au fur et à mesure. Et les séquences qui se sont ouvertes au début restent ouvertes jusqu'à la fin. Et n'importe qui peut s'inscrire n'importe quand pendant la période de diffusion. Et une fois que le cours est arrêté, c'est-à-dire au 6 juillet, que la période de diffusion et d'inscription est clôturée, ceux qui se sont inscrits en cours de route peuvent continuer à consulter le contenu. La seule chose qu'il n'y a pas, ça va être la possibilité, suite à la diffusion, du communiquer, d'écrire sur les forums ou de faire ces quiz d'évaluation. Parce qu'en fait, ça demande du travail d'animation. Et voilà, dans le cadre d'une formation comme ça, l'idée, c'est d'avoir un temps d'animation qui mobilise des bénévoles, comme a pu le dire Aurélie, qui sont représentés en partie aujourd'hui ici, et qui demandent de l'énergie, du temps, des moyens. Et voilà. Et il y a une autre raison pour laquelle on diffuse sur une période courte comme ça, c'est aussi parce qu'on a à cœur le fait de synchroniser les apprentissages. Donc on sait que pour une période donnée, on va pouvoir mieux suivre les gens plutôt que sur toute l'année où les gens vont venir un peu de manière disparate comme ça et pas forcément. Et on va pas réussir à créer une cohésion en fait d'apprenants et une communauté aussi autour de ce sujet-là. Voilà. C'est pas mal complet. Ah, wow. Ok. Ok. Super. Ok. Donc pour qu'on l'entende, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais Journée internationale de 18 mai aussi. En fait, c'est toutes les manifestations du mois de mai qui peuvent entrer dans cette labellisation. D'accord. Bah, super. Dans 2 jours, ouais. Tout pareil. Oui, c'est long. Très bien. J'avais une question. Vous avez parlé très rapidement à un moment donné de référents. Oui, c'est la partie juste après. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Juste par curiosité, combien de personnes ont participé, par exemple, au MOOC botanique? Combien vous attendez de participants pour celui-là à la bouche? Alors, donc la question c'est combien de participants on attend pour le MOOC Nature Adapt et combien on a pu en avoir auparavant avec d'autres MOOC, donc je répète pour l'enregistrement. Alors pour le MOOC Botanique 1, on l'a diffusé 3 fois et on a eu 86 000 inscrits au total sur les 3 diffusions, donc c'était pas mal. On a un bon taux de suivi jusqu'au bout de la formation d'environ 30%. Normalement dans les MOOC classiques on a à peu près 10% de suivi, donc on a des bons chiffres qui est en l'occurrence, c'est grâce en fait à ce travail d'animation qu'on met autour des MOOC qui donne vraiment vie à une communauté. Donc les gens ont envie de suivre jusqu'au bout. Et puis il y a vraiment un gros travail pédagogique aussi, de qualité. Donc ça favorise la pérennité du suivi, on va dire, durant toute la formation. Et là, en l'occurrence, sur le MOOC Nature Adapt, on est un peu étonné parce qu'on a un peu moins d'inscrits que d'habitude. Mais c'est un MOOC qui est complètement différent au niveau de sa manière sur le sujet, en fait. C'est conçu un peu de la même manière que nos MOOC, mais le sujet est très différent. On ne va pas apprendre à reconnaître des plantes, quoi. On va apprendre à changer de regard. Et on va apprendre à passer à l'action. Et du coup, c'est un peu différent. Alors, il y a l'équipe d'animation qu'on a formée autour du MOOC qui nous disait, je ne sais pas quelle phrase, j'espère que je vais bien la dire, mais on apprend à avoir un savoir-être et pas un savoir-faire, en fait. Et voilà. Et c'est toute la difficulté aussi, parce que ça demande de se remettre en question, de changer de regard. Et voilà. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on a un peu moins d'inscrits que d'habitude. Et puis, il y a aussi le fait que, voilà,
il n'a pas commencé. Du coup, on a en général 2 périodes d'inscription fortes. C'est au moment où on ouvre les inscriptions. Donc, c'était en mars. Pardon. Et là, le 18 mai, on va très certainement avoir un pic d'inscription aussi. On espère atteindre 10 000 personnes au moins. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe à la suite. Alors, justement, on va revenir sur les référents. Ça a été trop rapide. Alors, les référents, c'est quelque chose qui a été fait avec les MOOC botaniques. Est-ce que tu veux en parler ou... Oui, je peux vite faire en parler. Mais... Alors pour le MOOC botanique, effectivement, on avait testé ça, ce dispositif-là. Et l'idée, c'était que des personnes locales soient porteurs en fait, du MOOC pendant sa diffusion et organisent des événements ou soient juste point d'information pour communiquer, pour informer sur le contenu du MOOC, mais aussi juste sur c'est quoi la botanique, quoi. Et ça avait super bien marché. On a eu 200 structures à l'échelle francophone qui se sont positionnées pour relayer ce MOOC-là. Et au total, il y a eu 200 événements qui se sont organisés pendant la diffusion du MOOC. Donc on s'est dit, super, voilà, peut-être que c'est un format qu'on peut appliquer sur d'autres MOOC. Et on a testé ça, on est en train de tester ça avec le MOOC Nature Adapt. Et pour le coup, c'est aussi partir du constat qu'on n'est pas les seuls à travailler sur les thématiques du changement climatique et les liens avec la nature. Et donc, c'est aussi pour fédérer tous ces acteurs-là, pour se dire, on sort ce MOOC sur ces thématiques-là. Vous faites déjà des choses. Comment est-ce qu'on peut justement créer tout un réseau pour que les participants puissent justement aller vers vous à la suite du MOOC? Parce que, comme on disait, le MOOC, c'est vraiment un événement dans le temps, du 18 mai au 6 juillet. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent s'engager et s'impliquer à long terme, changer de regard, mais aussi changer de regard avec les acteurs locaux. Donc, ça peut être des associations, ça peut être les gestionnaires d'espaces naturels. Et du coup, c'est aider aussi cette passation et faire vraiment un réseau avec les citoyens. Donc c'est un peu ce que j'ai, c'est un peu mes diapos que j'ai préparés. Donc c'est vraiment fédérer les acteurs. Et donc là, la carte, c'est la carte des référents du MOOC botanique. Donc c'est pour donner une vue d'ensemble. Et donc, qui sont les référents de manière générale? Ça peut être justement les associations, les gestionnaires d'espaces naturels protégés ou non, les établissements publics, instituts de recherche, les collectivités, des entreprises, dont les auto-entrepreneurs, les organismes de formation, ça peut être des collectifs de citoyens, ça peut être vraiment n'importe quelle structure ou citoyen ou ensemble de citoyens qui a envie de s'investir et partager l'aventure. Donc quand on a mis pendant la diffusion du MOOC Nature Adapt, pourquoi? Parce que justement, parce qu'on a parlé de l'animation qui se fait pendant ce temps-là, donc c'est plus facile de valoriser tous les événements qui se font sur cette période-là, mais il y a des forums justement sur la plateforme de Téléformation où les référents peuvent continuer à faire des groupes avec les citoyens locaux et ils peuvent continuer à travailler ensemble au-delà du MOOC. Donc il y a plusieurs niveaux d'implication. Donc à la fois, on a fait cette carte où chacun peut s'inscrire. Donc soit vous pouvez vous inscrire en tant que point d'information. Donc ça peut être n'importe quel type de structure. Je pense souvent aux offices de tourisme en disant on sait que ce MOOC existe. Voilà, on peut être point d'information, donner des informations sur le MOOC et communiquer dessus. Mais aussi, on a la possibilité d'être référent organisateur d'événements. Et donc là, pour le coup, vous pouvez proposer des activités en ligne, en présentiel ou mixtes. Sachant que ce n'est pas forcément des nouvelles activités, ça peut être tout à fait des activités que vous menez déjà. Donc si par exemple, vous êtes une association naturaliste qui fait des sorties naturalistes et que c'est déjà prévu, mettez-le dans la carte pour que les participants puissent justement trouver vos actions et s'engager avec vous. Et alors, du coup, pour illustrer un peu ces référents, on a invité 2 référents, donc Denis Nespoulos, qui est là du Jardin des Plantes de Montpellier, et Lucie Hirle de Coab. Je vais vous inviter à venir sur scène. Qui vont justement parler de leur rôle de référent. Où vous voulez. Tiens, je donne un micro. Denis, c'est qui commence? Comme tu veux.
peu importe. Alors, pour commencer, petite question rapide. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre structure et votre rôle dans la structure? Allez. Je te mets ta présentation? Oui. Ouais. Ouais. Donc, je suis Lucie Herlès, je suis une des 2 cofondatrices de Coab. C'est une association qui a été créée en 2019, donc qui est toute jeune. Et en fait, notre vocation, c'est de développer des solutions pour cohabiter avec la faune sauvage en milieu urbain. Et donc, on travaille essentiellement, on va dire, sur 2 grandes thématiques qui sont l'urbanisation et le changement climatique, et comment la faune en ville, en fait, va s'adapter à ces changements. Donc l'urbanisation, c'est surtout parce que nos aménagements fragmentent les habitats de la faune, mais aussi ils perdent de l'habitat parce qu'on travaille beaucoup, je vais vous le présenter, sur la faune qui est inféodée au bâti et donc qui se sert du bâti pour nicher ou pour s'abriter. Et après, sur le changement climatique, notamment face aux épisodes de plus en plus, on va dire, fréquents et brutaux de, par exemple, sécheresse ou hausse des températures, la faune, elle n'a pas forcément le temps de s'adapter. Et donc ça aussi, je développerai, vu que c'est un peu un focus sur le changement climatique tout à l'heure. Donc on a 3 domaines d'activité qui sont les passages pour la petite faune, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On restaure des corridors, donc ça va être par exemple des passages à hérissons dans les clôtures ou encore des ponts aériens pour les écureuils au-dessus des routes. On travaille beaucoup dans le cadre des trames vertes et bleues sur ce sujet. Et ensuite les nichoirs, donc on essaie de restaurer les habitats de la faune cavernicole ou cavicole dans le bâti. Pourquoi ? Parce que vous le savez, les bâtiments, à cause des nouvelles normes énergétiques et pour réduire les consommations d'énergie, deviennent hermétiques, lisses et cubiques. Et donc des espèces comme par exemple de nombreuses chauves-souris, le martinet noir ou encore les moineaux, ils ont une perte d'habitat qui est assez conséquente. Et donc on essaie de développer des solutions pour recréer ces habitats et que ces habitats soient isolés, c'est-à-dire des cavités en fait, qui présentent une température à peu près à ce qu'ils avaient auparavant. Et enfin, notre dernier domaine d'activité, c'est la médiation, la sensibilisation. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens si on ne transmet pas et si les gens en fait acceptent pas de cohabiter. Donc pour que la cohabitation elle soit réussie, il faut qu'elle soit voulue. Et pour ça, on essaie au maximum de faire de la sensibilisation et de la médiation. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là, quand on a vu la sortie du MOOC de Nature Adapt, qu'on a eu envie d'être référent. Alors nous, on s'est référencé comme point d'information, parce qu'actuellement, on travaille beaucoup, on est très jeune, donc on travaille beaucoup sur le développement de solutions, et pendant la durée du MOOC, on n'avait pas d'activité en place. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait actuellement et qui va bien avec le MOOC. On travaille avec les étudiants de l'IUT de Nîmes, qui sont en sciences et génie civil des matériaux. Et en fait, on leur a demandé de nous aider à développer un nichoir qui permet aux espèces de faire face à l'urbanisation et au changement climatique et qui ne s'encastrent pas. Parce que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ils s'encastrent dans les bâtiments, à la construction, quand il y a une rénovation thermique. Mais aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de nichoirs qui sont posés en façade des bâtiments. Or, on a des épisodes de canicule qui sont de plus en plus tôt dans les saisons de reproduction. Notamment des épisodes qui sont assez forts au fin juin, alors que les oiseaux sont encore en période de nidification. Et donc l'idée, c'est, on a peur que les nichoirs qui se développent beaucoup, et notamment quand ils sont en façade, pas dans des arbres, ils puissent représenter une trappe écologique. Mais ça, on n'en sait rien parce que c'est pas étudié. Et donc en fait, on voudrait proposer aux oiseaux et aux chauves-souris des nichoirs qui se posent, mais en fait qui ont une température qui est stable. Et donc, on a travaillé avec les étudiants. Leur objectif, c'était vraiment de trouver des matériaux, si possible locaux et biosourcés, pour avoir des nichoirs qui ont des températures stables et un déphasage thermique qui est important. Comme ça, quand il y a des vagues de chaleur qui sont très brutales, mais que, par exemple, les températures redescendent dans la nuit, l'idée, c'est que le nichoir, en fait, il puisse absorber cette hausse de température brutale et qu'en fait, elle arrive le plus tard possible dans le nichoir alors que la température extérieure s'est déjà refroidie. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais ils ont très très bien travaillé, les étudiants, et donc on a fini la période de travail de prototypage avec eux. Et on travaille encore un petit peu sur le design parce que les nichoirs sont très lourds et voilà. Et bientôt, on va rentrer donc dans une phase de commercialisation. Et ensuite, donc ça sera bien après le MOOC,
mais ça sera encore pendant la période du LIFE. Il y aura une période en fait de mobilisation citoyenne, parce que le but c'est d'avoir un retour d'expérience sur ça. C'est indispensable pour savoir est-ce que la solution est efficace, est-ce qu'il faut l'améliorer ou pas, et savoir quel est le succès de nidification dans des nichoirs qui sont isolés par rapport à des nichoirs qui sont posés. Et on espère que ça va participer en fait à la protection des espèces sauvages et de la faune en ville, parce qu'actuellement, ce qui caractérise le déclin des espèces, c'est pas la mort d'individus, c'est le fait que de génération en génération, il y a de moins en moins de reproduction. Donc on est en attente vraiment de la participation de tous les gens qui vont poser des nichoirs pour nous donner des données sur le succès de nidification. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup. Très chouette projet. Est-ce que Denis, je vous laisse vous présenter. Voilà. Alors moi, j'ai rien préparé. Voilà, je suis là pour présenter un petit peu le terrain. Voilà, et vous parler un petit peu de mon expérience donc de référent depuis plusieurs années avec Tela Botanica. Donc moi, je représente avant tout donc, le jardin des plantes de Montpellier, donc jardin universitaire, le plus ancien de France. Voilà. Moi, personnellement, je suis jardinier botaniste, donc un acteur du terrain. Voilà, et depuis plusieurs années, donc, je m'occupe beaucoup de pédagogie dans ce lieu central. Et pour ce faire, je travaille avec des partenaires. Et le premier d'entre eux, à tous les sens du terme, pour moi, c'était Tela Botanica. Et donc, je fais beaucoup de choses avec vous. Je suis notamment le référent local du MOOC de Tela Botanica depuis plusieurs années. Je travaille beaucoup aussi avec les sentiers SmartFlore, et qui est un excellent outil pour créer donc des parcours, des sentiers botaniques qui utilisent à la fois la force du réseau. Toutes les plantes sont géolocalisées, les parcours sont facilement communicables. Et bien sûr, mais tout cela est fait quand même pour amener les gens au terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est bien joli, mais la nature, ça s'éprouve, ça se vit sur le terrain, et ce qui manque le plus, pour moi, c'est ça. Et c'est là un petit peu que, moi, en tant que modeste acteur du terrain, j'ai quelque chose à apporter. Donc c'est ainsi que, bon, je passe sur le MOOC botanique, on en a un peu parlé, c'est vraiment la grosse machine qui drive beaucoup de monde. Il y a aussi quelques années, on accueillait aussi l'Observatoire des saisons. Voilà, qui est un programme de sciences participatives qui est très très fortement lié donc au MOOC Nature Adapt, puisqu'il s'agissait aussi de faire donc de la communication donc autour du changement climatique. Voilà, et donc pour venir au concret, en tant que référent au jardin des plantes, pour commencer, on a installé et donc une exposition. C'est une exposition itinérante qui tournait un petit peu partout en France, dans tous les lieux, jardins botaniques, etc. Elle est même devenue pérenne au jardin des plantes, où on peut encore l'observer. Elle n'est d'ailleurs pas caduque, elle est tout à fait encore liée totalement au sujet. Donc, on a quand même un public cosmopolite, donc des milliers de personnes ont pu en profiter. Donc là, on remplissait notre rôle donc, de point d'information. Et après, encore une fois, pour aller plus loin dans le concret, et j'avais installé à l'époque, donc c'est pas si vieux, en 2019, voilà, donc un sentier, et donc SmartFlore de sciences participatives, voilà, avec 12 plantes dans le jardin des plantes. Bon, je n'ai pas préparé de présentation, mais imaginez des petites brochures, voilà. Donc 12 plantes dans le jardin des plantes, et donc où on proposait aux gens de s'initier très concrètement à la phénologie, c'est-à-dire à l'observation donc des plantes en question. À la fois, les gens, c'est de la pédagogie un peu 2.0, si je me permets cette formule un peu bateau, mais les gens, au lieu de suivre uniquement des moments un petit peu d'information, comme on a pu le faire à l'époque avec Isabelle Schwid ici présente et Pauline Lefort qui a beaucoup travaillé, comme tu l'as fait Aurélie aujourd'hui. On a fait aussi après ces périodes de formation, on demandait aux gens de se lancer dans l'aventure et donc de suivre ces petits sentiers. Et donc, c'est-à-dire qu'ils devaient, grâce à un protocole clairement établi, simplifié mais très cadré, les personnes suivaient dans ce sentier, remplissaient un petit formulaire, et voilà, ce sentier est encore présent au jardin et peut très facilement être encore connecté au MOOC Nature Adapt. Super. Voilà. J'avais préparé plusieurs questions, mais ils ont répondu à tout. Ils sont trop forts. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, en attendant que les questions arrivent, tout autour de ces référents, en fait, on a proposé pas mal d'outils différents pour justement accompagner toutes les personnes. On a fait tout un guide pour aider les référents à se lancer. Donc, ça peut être des référents, comme je parlais, de structures qui ont déjà des choses à proposer, mais pour toutes les personnes ou les structures qui veulent se lancer,
on a proposé des activités pratiques clés en main qu'ils peuvent déjà mettre en place. Donc je pense par exemple à des médiathèques, par exemple, si justement ils veulent faire une projection ciné des vidéos, ça peut être un chouette moyen d'utiliser ces vidéos pour ensuite engager le débat avec leur communauté. Ça peut être vraiment plusieurs typologies. En fonction de vous, vos besoins, vous pourrez utiliser le MOOC et tous les outils de communication pour justement vous en emparer. Est-ce que des questions sont venues entre-temps ? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ? S'il y a d'autres questions par la suite, comment faire ? Alors, s'il y a d'autres questions pour la suite, comment faire ? Plusieurs moyens. Toi, en tant que bénévole, tu peux me demander directement. Sinon, il y a une adresse contact. Et en fait, sur la plateforme NatureAdapt, on a justement créé un groupe de référents où les référents peuvent se parler entre eux, où il y a toutes les informations. Et ça peut être aussi un groupe qui permet d'échanger entre professionnels. Justement, si vous avez des pratiques des outils ou des choses que vous faites déjà et que vous voulez les communiquer à d'autres acteurs de terrain, vous pouvez le faire par ce biais-là. Donc il y a un groupe sur la plateforme dédié aux référents. Est-ce que tu vois autre chose ? C'est à la fin. Oui, je pourrais envoyer un lien à toutes les personnes qui se sont inscrites. Je pourrais envoyer un lien avec tous les liens liés au MOOC. Oui. Alors la question c'est est-ce qu'on peut s'inscrire après le 18 ? Vous pouvez le faire quand vous voulez en fait. Il n'y a pas de... quand vous voulez. Et ensuite vous pourrez justement communiquer sur vos différentes actions dans les forums. Donc aller justement être à la rencontre des gens. Par exemple, je suis l'association... je suis une association qui propose des sorties sur ce département-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés ? Et vous pouvez communiquer sur ces forums en direct avec les participants. Aurélie ? Comment savoir qu'une action qu'on propose est adaptée au MOOC NatureAdapt ? Eh bien, la question c'est comment savoir si une activité est adapté au MOOC. Du moment que ça rentre dans les thématiques, vous pouvez la mettre. Et de toute façon, c'est à vous de juger. Si ça vous semble pertinent de discuter avec cette communauté-là, faites-le. Aurélie ? Qui me parle ? C'est pardon. Excusez-moi. Oui, Laetitia. Du coup, c'est moi, Laetitia. C'était juste pour, tu sais, les propositions d'activités, peut-être juste repréciser que les activités ne sont pas obligées d'être pendant la durée du MOOC qui dure jusqu'au 8 juillet, mais sont sur toute la période estivale. Et c'est pour ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le MOOC il est en début de saison estivale, c'est pour justement que les MOOCers ils aient accès et connaissance des activités qui peuvent se passer durant l'été jusqu'à septembre-octobre, quoi. Donc si vous avez des activités qui sont pendant l'été, que c'est hors animation du MOOC, il ne faut pas hésiter à les inscrire également si vous le souhaitez, quoi. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire des rendez-vous avec eux. Rendez-vous dans 2 mois, dans 3 mois. De surenchérir un petit peu, si tu permets, parce que ce qui est intéressant justement, c'est que la période un petit peu courte de la formation, c'est bien, comme tu disais, c'est pour se mobiliser une équipe, mais tout cela, ça doit se vivre sur le long terme, et très long terme. Moi, je suis référent du MOOC botanique depuis 2018, même un peu avant, et le sentier botanique du MOOC, il est utilisable toute l'année, tout le temps, toute l'année. Et pareil, l'observatoire des saisons, le programme, on peut le vivre tout le temps. Et ça n'a d'ailleurs de sens que si on l'envisage sur la durée. On communique, on jette un petit peu ses jalons, mais après, c'est au fil du temps que tout cela s'éprouve. Et d'ailleurs, il faut absolument qu'on garde un petit peu ces fils rouges, ces petits fils verts, et qu'on les développe. Voilà. Et moi, en tant que référent notamment, je suis à la disposition de tous ceux qui veulent se lancer dans des projets, et pour vous faire profiter de mon petite expérience, peut-être même cloner des choses qui existent déjà. Donc c'est une possibilité aussi pour se lancer de façon totalement décomplexée. Voilà. Super. Merci beaucoup. On a un super référent avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Avant de passer à
deuxième phase, on va faire une sortie sur le terrain avec Isabelle qui est là. On va, en fait, dans tout cet écosystème autour des référents, vous pouvez à la fois faire des activités que vous faites déjà, mais pour toutes les autres personnes qui n'ont pas d'activité à proposer, dans le guide qu'on propose aux référents, il y a justement plusieurs activités, dont celle de l'Observatoire des saisons. Denis en a parlé un petit peu. C'est un programme de sciences participatives et du coup, avec Isabelle, on va vous montrer un peu sur le terrain ce qu'on peut faire. C'est pas vraiment la période, mais on va vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc, parmi toutes les activités qu'on peut proposer au grand public, aux citoyens, il y a les sciences participatives. Et donc, les sciences participatives, c'est comment faire le lien entre la recherche et la société civile pour que chacun, on puisse travailler ensemble sur des questions scientifiques. Et donc là, pour le coup, vu qu'on est sur le changement climatique, on vous propose de travailler sur l'Observatoire des saisons, qui est un programme de sciences participatives qui essaie de comprendre l'impact du changement climatique sur la faune et la flore. Ça m'a perturbée. D'accord. Bah, peut-être qu'elle voudra venir là. Tu peux venir là si tu veux. Ça marche. Donc, l'Observatoire des saisons, qui est un programme de sciences participatives qui a été fondé par Isabelle Schwinn, qui est ici. Si, ça marche. Oui. Ouais. Bonjour. Qui est directrice de recherche au CNRS. Est-ce que tu veux te présenter ? Oui, je suis Isabelle Schwinn, donc directrice de recherche au CNRS. Je travaille à Montpellier, ici au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et grâce à Tela Botanica, donc on a créé ce programme de sciences participatives qui s'appelle l'Observatoire des saisons il y a de nombreuses années maintenant. Il y a plus de 10 ans, je compte plus les années. 12, 13. Et donc c'est un programme qui invite le grand public à faire des observations sur son environnement proche et des observations justement sur l'impact du changement climatique sur les espèces qui vivent à nos côtés. C'est-à-dire qu'on va regarder en fait comment les espèces font leur cycle annuel de développement chaque année, parce que ce cycle annuel de développement, il est piloté en fait par les conditions météorologiques et très fortement affecté par le changement climatique, avec de nombreuses conséquences. Ce sont des aspects qu'on aborde notamment dans le MOOC. Et ce programme permet un peu de toucher un peu plus du doigt les conséquences du changement climatique sur la nature en général, parce qu'on fait des observations sur les plantes, mais aussi certains animaux. Voilà. Est-ce que c'est le moment d'aller sur le terrain ? Alors pour ceux qui, oui, alors c'est pas vraiment la période idéale, parce que on est un peu en creux de la vague entre les observations de printemps qui se sont terminées il y a quelques jours, quelques semaines sur nos espèces, et puis les observations d'automne qui vont arriver dès la fin de l'été. Mais on peut, pour ceux qui le souhaitent, sortir et puis discuter. On peut vous expliquer comment on fait ces observations, un peu devant quelques arbres, par exemple.